Alors, paragraphe 2, puissance et énergie électrique. Alors en électricité, quand on va... Donc les puissances et énergie, ça vient de la mécanique, hein, comme je vous l'ai dit. Et en fait, plus tard dans l'histoire des sciences, on a découvert l'électricité. Et les gens qui maîtrisent bien les fondamentaux de l'électricité et de l'électromagnétisme ont réussi à convertir les formules de puissance en mécanique en formules de puissance en électricité. Donc qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, le résultat qu'ils ont obtenu, et je ne vais pas trop détailler plus que ça, parce que ça nécessiterait des bonnes connaissances en électromagnétisme, donc je donne direct le résultat, puis je justifie rapidement après. Eh bien, c'est que la puissance, c'est-à-dire l'énergie reçue par un circuit électrique, eh bien, c'est le produit de la tension qui est appliquée aux bornes de ce circuit, multiplié par le courant qui traverse ce circuit. Donc ça nous donne directement la puissance en watts. La tension est exprimée en volts et le courant est exprimé en ampères. Donc on multiplie les volts par les ampères et on obtient la puissance électrique reçue. Alors il faut quand même dire ce que c'est que pour bien détailler, il faut dire ce que c'est que le courant. Alors, le courant, eh bien c'est le débit des charges électriques. C'est-à-dire quand vous avez un courant électrique, c'est que vous avez des charges électriques qui circulent dans un fil électrique, notamment. Voilà. Et ces charges électriques, qui sont en fait les électrons dans la matière, eh bien quand ils se déplacent, ça fait ils coulent, ces électrons s'écoulent, un peu comme l'eau pourrait couler dans un robinet. Et en fait, le courant électrique, c'est le débit de ces charges électriques. Donc le courant, c'est le débit des charges électriques. Alors, le courant, ça pourrait être quantifié en nombre d'électrons par seconde. On pourrait dire, voilà, dans ce fil, chaque seconde, il y a tant d'électrons qui traversent une section du fil. Voilà, on ne fait pas ça parce que les électrons, c'est une unité trop petite. C'est comme si vous vouliez définir le débit d'eau qui coule d'un robinet, puis que vous vouliez compter ça en molécules d'eau. Vous dites, chaque seconde, il y a X milliards de molécules d'eau qui coulent à travers ce robinet. Et en fait, c'est pas adapté puisque ça ferait des chiffres astronomiques là, avec des gros explosants, puisque les molécules d'eau, c'est tout petit. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut quantifier un débit d'eau? Eh bien, en fait, la quantité d'eau, on va la mesurer par exemple en litres. Et donc un litre d'eau, c'est une certaine quantité de molécules d'eau, un très grand nombre. Et en fait, on va dire le débit de l'eau, c'est tant de litres par seconde, par exemple. Ça, c'est une unité plus adaptée. Eh bien, en électricité, c'est exactement pareil. Les électrons, c'est des quantités de charge beaucoup trop petites. C'est pour ça qu'on a défini l'équivalent du litre pour les charges électriques, et on va appeler ça le coulomb. Voilà. Les quantités de charge électrique, ça se exprime en coulomb. Et dans un coulomb, eh bien, il y a un certain nombre d'électrons, je ne sais plus combien, 1,6 10 puissance 19, je crois, mais je ne suis pas sûr. Enfin, on va vérifier. Donc en fait, le débit des charges électriques, ça ne va pas être en électrons par seconde, en nombre d'électrons par seconde, mais ça sera en coulombs par seconde. Allez, je l'écris complètement. Coulombs par seconde. Donc ça, c'est l'unité très classique du courant électrique, et il se trouve qu'en fait, eh bien, au lieu d'écrire coulomb par seconde dans toutes les formules, on simplifie en écrivant ampère. Puisque 1 ampère, c'est égal à 1 coulomb, un débit de 1 coulomb par seconde. Voilà. Et donc, globalement, le débit des charges électriques va être lié à la vitesse de déplacement de ces charges électriques. Donc en fait, quelque part, derrière cette lettre I qui est ici, eh bien, il y a la vitesse de déplacement des charges électriques. On peut le voir comme ça. Ensuite, l'autre grandeur, c'est U. U, c'est les volts. Hein. Donc ça, c'est en volts. Alors, c'est quoi les volts? On va mettre U en volts. Et alors là, c'est compliqué, ça, à décrire mathématiquement. C'est lié au champ électrique, les volts. Et le champ électrique, ensuite, eh bien, il crée une force qui s'exerce sur les charges électriques. Dans les lois de l'électromagnétisme, chaque fois qu'il y a un champ électrique et une charge qui traverse cette zone où il y a un champ électrique, eh bien, elle subit une force électrique. Voilà. Et globalement, eh bien, la tension en volts va être proportionnelle à
Déjà la tension en volts, on va appeler ça une différence de potentiel. On va l'écrire quand même. Hein. Donc ça. Donc une tension, c'est entre deux points d'un circuit toujours. La différence de potentiel, d'ailleurs, c'est analogue à une différence de pression. Voilà, en DUT première année, quand je dois expliquer ce que c'est que la tension électrique, comme je ne peux pas l'expliquer trop avec des équations parce que c'est un peu compliqué, ben je dis que c'est une différence de potentiel électrique, et le potentiel électrique, eh bien, l'équivalent dans les écoulements d'eau, c'est la pression. Voilà. Et quand il y a dans un circuit d'eau, quand il y a une différence de pression entre, je sais pas moi, un récipient et puis un autre récipient, ben, si on met un tuyau entre les deux, eh bien l'eau va s'écouler, va subir une force, en tous les cas, qui va avoir tendance à l'entraîner du potentiel de la pression la plus forte vers la pression la plus faible. Voilà. Et tous les fluides ont tendance à vouloir aller de la pression la plus forte à la pression la plus faible. Et là, les charges électriques ont toujours tendance à vouloir aller du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. Et la différence de potentiel, c'est la tension. Voilà. Et cette tension, eh bien, elle est donc proportionnelle aux forces qui vont s'exercer sur les charges électriques, ces forces qui vont avoir tendance à les déplacer d'un endroit à l'autre. Donc si vous tenez compte de ça, ben vous regardez que le P égale lui ici, ben le U ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que grosso modo U est proportionnel à la force qui s'exerce sur les charges électriques, I c'est proportionnel à la vitesse des charges électriques, et bien quand on fait U fois I, et bien ça revient en mécanique, en loi de mécanique qui s'exerce sur les charges électriques, à faire la force fois la vitesse. Et la force fois la vitesse, ben, on a vu dans le paragraphe précédent que ça correspondait bien à la puissance en mécanique. Voilà. Tout ça pour vous dire que la formule P égale UI de l'électricité, en fait, elle vient du P égale force fois la vitesse égale F fois V de la mécanique. Simplement pour avoir pleinement conscience de ça, il faut très bien connaître les lois de l'électromagnétisme, c'est-à-dire comment sont les forces électriques notamment qui agissent sur les charges électriques. Donc ça nécessiterait de faire pas mal de physique pour le démontrer, voilà, vous l'admettez, et puis c'est tout, mais vous voyez à peu près d'où ça sort. Bon, de toute façon, tout vient des lois de la mécanique. Voilà. Alors ensuite, quand on veut faire, il y a une autre loi qui ne nous servira pas, mais je vous la donne quand même, l'énergie en électricité. Eh bien, c'est la puissance, voilà, on va mettre fois le temps. Hein. Alors on va raisonner, voilà, on va dire que la puissance n'est pas constante, donc c'est la puissance fois le temps. Ça ne change pas, c'est partout pareil. Et donc c'est égal à U fois I fois dt. Et I fois dt, eh bien ce truc-là, ça c'est le débit des charges en coulombs par seconde, que multiplie le temps écoulé en secondes, ben ça donne quoi? Ça donne des coulombs. Ça c'est, et les coulombs, alors ça se note Q comme ça, c'est une unité de charge électrique, et ça c'est égal Q en coulombs. Voilà, et on obtient en fait que l'énergie en électricité, c'est la tension ou la différence de potentiel que multiplie la charge électrique qui s'est déplacée d'un potentiel vers un autre. Voilà. Bon, mais on ne s'en servira pas. Nous, on va se servir uniquement de cette formule-là, puisque sur les moteurs, en fait, la puissance entrante, ça sera P égale UI. Voilà. Ça sera notre formule. Pour après. Voilà. Eh bien, on a bien défini ce que c'était que la puissance et l'énergie en électricité et en mécanique. Et on va bientôt pouvoir aborder la manière dont sont faits les moteurs électriques. Et donc on a vu que de toute façon, pour avoir de l'énergie, il fallait qu'il y ait des forces. Et donc c'est pour ça que le chapitre suivant, ça va s'intituler les forces magnétiques. Puisque ce qui est mis en jeu pour faire tourner les moteurs électriques, ce sont des forces magnétiques. Voilà. Allez, je vais tenter d'essayer de vous faire comprendre donc comment on obtient le U fois I en étant un peu plus sérieux. En partant du F scalaire V. Alors ce qu'il faut comprendre, on va faire peut-être un petit schéma, c'est qu'on va on va prendre un bout de fil électrique, l'équivalent d'un tuyau, voilà, dans lequel il y a des charges qui se déplacent. Voilà, il est comme ça. Et puis la section du tuyau, c'est cette surface-là, je vais la faire en rouge. Mais ça, on va noter ça S, la section du tuyau. Enfin, du fil électrique plutôt. Et puis, la longueur du fil, allez, je vais l'appeler L. Longueur du fil. Ensuite, on va supposer qu'il y a un champ électrique dans ce fil, un champ électrique, et des charges électriques. Voilà.
Et donc, par exemple, je dessine une charge électrique ici, qui est au milieu, et qui est, alors, on va dire qui a tendance à se déplacer parce que, on va dire qu'elle est soumise à une force, et notamment un champ électrique. Alors, je vais dire, voilà, au niveau de cette charge, il y a un champ électrique, on va supposer qu'il va comme ça. Alors, on lui met une flèche parce qu'il a une direction, le champ électrique. Voilà. Et donc, eh bien, il y a une loi de la physique qui définit le champ électrique d'ailleurs de cette manière, qui dit que quand il y a une charge Q, qu'on va noter ici, petit q, qui est soumise à un champ électrique E, eh bien, il s'exerce sur elle une force F égale QE. Voilà, donc ça, c'est une loi fondamentale de l'électromagnétisme. Voilà, qui est équivalente au F égale mg de la gravitation, si les gens ont déjà fait de la gravitation. Donc cette force, elle va être donc dans le même sens que E, je dessine comme ça. Et ensuite, eh bien, on va supposer que cette charge se déplace, mettons, dans le sens de la force, avec une certaine vitesse, et qu'on va appeler, qu'on va noter V, parce que j'ai une couleur, on va faire en noir. La vitesse V en noir. Voilà, donc tout ça est dans le même sens, ce qui va nous simplifier la vie pour les calculs. Voilà, le décor est planté, et je vous fais le calcul. Alors, F scalaire V, comme tout est dans le même sens, ça fait F fois V. On peut s'affranchir tous les vecteurs sont dans le même sens, on peut s'affranchir des flèches. Ensuite, la force, c'est Q fois E, donc je peux remplacer la force par Q fois E. Voilà, je ne mets pas de flèche. Que multiplie toujours la vitesse de déplacement des charges électriques. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire comme petite manip? Eh bien, la charge en question qui est soumise ici au champ électrique, elle n'est pas toute seule en fait. Hein. Il y en a partout des charges. Il y en a une là, une là. Voilà. Et pour connaître la quantité de charges qui subissent ce phénomène-là, hein, et pour l'appliquer, donc en fait, dans l'expression ici, je ne devrais pas mettre juste cette petite charge, mais la somme de toutes les charges. Et pour savoir la quantité de charge qu'il y a dans cette zone de fil électrique, eh bien, on utilise une unité qui est ce qu'on appelle la densité de charge, c'est-à-dire le nombre de coulombs qu'il y a par mètre cube de fil électrique. Et cette densité de charge, ça se note, alors, ρ, on met un 10V, parce que c'est les charges mobiles, puisque dans la matière, il y a des charges qui ne peuvent pas se déplacer, ce qui nous intéresse, c'est les charges qui peuvent se déplacer. Donc ça, c'est la densité de charge mobile, et ça, c'est en coulombs par mètre cube. Voilà. On multiplie par le champ électrique. Non, pardon. Ça, c'est la densité de charge. Mais pour avoir la quantité de charge qu'il y a là-dedans, il faut multiplier par le volume du fil. Et le volume du fil, c'est sa section multipliée par la longueur. Donc on va faire ρ, que multiplie la section, que multiplie la longueur. Voilà, ça remplace le Q qui est au-dessus. Et puis ensuite, je remets le champ électrique et la vitesse. Le champ électrique, l'unité, c'est du volt par mètre. Ça nous donnera l'indication de liaison qui est entre la tension et le champ électrique. Bon, la vitesse des charges, c'est en mètres par seconde. La section, c'est en mètres carrés. Et ça, c'est en mètres. Donc une fois qu'on a établi cette formule, eh bien, on va faire une petite pirouette, c'est-à-dire au lieu de multiplier tous ces termes dans cet ordre-là, eh bien, je vais les rebrasser, c'est-à-dire je vais commencer par faire E fois L. Voilà, et ça va nous faire un premier package que multiplie. Et ensuite, je vais mettre tout ce qui reste, c'est-à-dire ρV, que multiplie la vitesse, que multiplie la section du fil. Voilà. Alors E fois L, c'est E en volts par mètre que multiplie la longueur du fil en mètres. Et bien des volts par mètre que multiplie des mètres, et bien ça va donner des volts. Voilà, ça sera en volts. Et en fait, c'est la tension U qu'il y a entre le début du fil et la fin du fil. Voilà, la tension U qu'on peut flécher quand on fait des tensions, on les flèche comme ça. Et on dit, voilà, c'est la tension U, directement. Et ça, évidemment, ça va être I. Alors, pour se persuader que c'est I, c'est un peu... on va le faire en deux temps. Ça, je vous rappelle, je remets les unités, ça c'est en mètres par seconde. Et puis ça, c'est la section du fil en mètres carrés. Bien quand on multiplie les deux, quand on multiplie la vitesse
d'écoulement d'un fluide, quel qu'il soit, hein, que ce soit de l'eau, de l'air ou des charges électriques, fois la section de conduction, comme ça, eh bien on obtient le débit de ce fluide ou des charges, mais attention, c'est un débit volumique, c'est-à-dire ça va être en mètres cubes par seconde. Et vu que cette grandeur nous dit combien il y a de coulombs par mètre cube, eh bien cette grandeur-là va être au final le nombre de coulombs par seconde qui traverse une section du fil. Et ça, eh bien, c'est le nombre de coulombs par seconde, c'est le courant en ampères. Hein, je vous rappelle, donc lui on avait dit que c'était des coulombs par mètre cube. Donc ici, si j'empile même toutes les unités, ça me fait par mètre cube, pardon, je me suis trompé là, je dis mètre cube et j'écris mètre carré. Donc ça fait coulomb par mètre cube fois des mètres cubes, et bien ça fait et divisé par des secondes, donc ça fait des coulombs par seconde. Égal en ampères. Voilà d'où vient la formule P égale I. Donc on a vu la puissance et l'énergie électrique. Et maintenant, on va s'attaquer aux forces magnétiques qui font tourner les moteurs. Et on va commencer par des petites manipes expérimentales avec des aimants, puisque ces forces magnétiques, c'est celles qui font bouger les aimants, enfin qui sont à l'origine des attractions et des répulsions qu'il y a entre les aimants. Alors dans cette courte vidéo, j'aimerais vous montrer comment fonctionnent les forces magnétiques. Celles qui donc sont utilisées pour faire tourner les moteurs électriques. Alors pour ça je me suis muni déjà de deux petits aimants, voilà, on va montrer que c'est des aimants. Ils sont capables de se coller, ils sont capables d'attirer le tournevis ici qui est métallique, voilà, ça c'est les aimants, voilà, ils sont magnétiques et ils sont capables de se coller comme ça. Voilà. Et donc en fait quand on fait un moteur électrique, eh bien le moteur, le premier qu'on verra qui sera le moteur synchrone, ben, au rotor on mettra un aimant comme ça. Et en fait, l'idée, ça sera de soumettre cet aimant à un champ magnétique et de voir comment il réagit. Alors, je vais vous montrer déjà. Donc, pour créer un champ magnétique, eh bien, je vais le faire avec un deuxième aimant et on va les mettre en interaction. Donc, par exemple, on va mettre l'aimant celui-là dessous et puis on met celui-là dessus. Donc, pour qu'il s'attire, il faut que le pôle nord qui est ici soit face à un pôle sud et réciproquement. Voilà, on fait comme ça. Et là, les deux aimants, ils sont en interaction. Ben, on voit déjà si je soulève la plaque transparente là, un aimant. L'aimant du dessous reste collé parce qu'il attire par celui du dessus. Maintenant, si je tourne l'aimant du dessous, vous voyez, ça fait tourner l'aimant du dessus. Voilà. Et par contre, vous voyez que pour que ça tourne, il faut qu'il y ait un petit décalage entre les deux aimants. Parce que si quand les deux aimants sont parfaitement alignés, en fait, eh bien, il n'y a pas de force qui entraîne en rotation cet aimant-là, il n'y a pas de couple, en fait. Pour qu'il y ait du couple, il faut qu'il y ait un décalage entre les deux aimants. Voilà. Là, et quand ça décale suffisamment, il se met à tourner, vous voyez, comme ça. Voilà. Alors ensuite, vous ne pouvez pas sentir, mais moi je vais essayer de doser ce couple, et je vais voir que quand ils sont vraiment alignés les deux, il n'y a pas de couple, et quand les deux aimants se décalent, le couple grossit, et le couple est maximum quand les deux aimants seront à la perpendiculaire comme ça. C'est là qu'on aura le maximum de couple. Et là, si je lâche l'aimant du dessus, vous allez voir, il va s'aligner avec l'aimant du dessous. On va le faire. Voilà. Alors j'aimerais vous montrer ça un peu autrement, on va essayer de le faire mieux, en laissant l'aimant assez libre. Comme ça, je le décale et je le laisse s'aligner comme ça. Ah, ça n'a pas marché. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est très rapide. Vous voyez, il va un peu plus loin, puis il revient à se caler avec l'aimant du dessous. On va presque faire un ralenti là. Voilà. Voilà. Bon, bah ça peut s'expliquer mécaniquement parce que bon, au début il y a un couple, ce couple accélère, il prend plein de vitesse. Une fois qu'il a plein de vitesse, eh bien il continue sur son élan et ensuite il faut que l'aimant du dessous le ramène, mais cette fois dans l'autre sens. Voilà à peu près ce qui se passe. Alors, pour que mieux sentir les phénomènes, maintenant, on va changer un petit peu. Plutôt que prendre ces deux aimants, tranquillement, eh bien, on va prendre un troisième aimant, mais un aimant qui peut tourner facilement, puisqu'il s'agit ici d'une aiguille de boussole. Voilà, donc là, vous voyez l'aiguille de boussole. Et cette aiguille de boussole, eh bien, je vais pouvoir la faire tourner en lui approchant un aimant, comme ça. Voilà. Et comme tout à l'heure les deux aimants, on va voir que l'aiguille de boussole a tendance à suivre cet aimant extérieur. Voilà, comme ça. Ensuite, autre aspect, si j'ai le couple qui s'exerce sur l'aiguille de boussole, il sera maximum si jamais je mets l'aiguille de boussole perpendiculaire à sa position d'équilibre, comme tout à l'heure. Et si je la lâche comme ça dans cette position perpendiculaire, eh bien elle va avoir tendance à revenir sur la position d'équilibre. Vous voyez qu'elle fait des oscillations. Alors
voici venu le moment de détailler un peu comment on va exprimer la force magnétique de manière mathématique. Je vais commencer de manière très simple suite aux expérimentations. Et je vais quand même parler de champ magnétique ici. C'est-à-dire qu'on va se placer dans le cas où on a une aiguille de boussole, ou un aimant qui est en rotation, possible. Donc je fais une aiguille de boussole, comme ça, mettons qu'elle soit... Voilà. Avec le pôle nord en rouge, le pôle sud en bleu. Voilà. Et ensuite, je vais supposer... Alors, cette boussole, pardon, elle peut tourner autour d'un axe qui est ici. Et dans cette zone de l'espace, fait par un autre aimant, il y a un champ magnétique, mettons, qui est comme ça. Un champ magnétique, voilà, il a une direction, il est représenté par un vecteur, il a une direction. Comme ça, comme une vitesse ou un champ électrique. Et en fait, eh bien, qu'est-ce qu'on a vu dans les expériences? C'est que l'aiguille de boussole a tendance déjà à, spontanément, à subir des forces, hein, qu'on tendance à la faire tourner, et elle est alignée avec le champ magnétique, comme ça. Alors, la question, alors, on a vu ça, et on a vu que quand elle est alignée, elle ne subit plus de couple qui a tendance à la faire tourner. Par contre, dès qu'on l'écarte de la position d'équilibre, elle revient, et moi je vous ai dit, hein, que je pouvais à peu près le sentir, mais et je vous l'ai dit, c'est que le couple sera maximum quand l'aiguille de boussole sera perpendiculaire au champ magnétique. Comme ça. Et bien on va traduire ça par une formule, mais vous, ce qu'il faudra retenir surtout, c'est que le couple est maximum quand l'axe magnétique de la boussole est perpendiculaire au champ magnétique. En tous les cas, cette aiguille de boussole aimantée, là, avec son pôle nord et son pôle sud, eh bien, on peut la représenter par un vecteur, avec son axe magnétique ici, et ce vecteur, on va appeler ça le moment magnétique. Donc on va noter M, petit m, comme ça, et ça s'appelle le moment magnétique. Et en fait, eh bien, le couple qui s'exerce sur l'aiguille de boussole, qu'on va noter comme ça, eh bien, ça va être la multiplication de l'intensité du champ magnétique et de l'intensité de ce moment magnétique, c'est-à-dire la puissance de l'aimant qui est sur la boussole. On peut le voir comme ça. Et donc, eh bien, c'est M fois B, mais à condition que les deux ne soient pas alignés, parce que quand ils sont alignés, il n'y a plus rien, et c'est quand c'est perpendiculaire que c'est maximum. Donc là, il va intervenir eh bien, le sinus de l'angle qu'il y a entre M et B. Voilà. Et cette loi, elle dit quoi? Elle dit eh bien, que le sinus, il vaut 0 si M et B sont alignés dans le même sens, hein, puisque dans ce cas-là, ça fait un angle qui vaut 0. L'angle, il est là, hein, l'angle que j'ai dessiné ici, voilà. Ça, je vais l'appeler θ, ben ça c'est θ. Si θ vaut 0, les deux sont alignés, donc ça fait sinus 0 et il n'y a pas de couple. Si jamais l'aiguille est à la perpendiculaire, θ vaut pi sur 2 ou 90 degrés, le sinus vaut 1 et le couple est maxi. Voilà. Et quand on veut faire beaucoup de sophistication mathématique, on peut même écrire cette relation de manière vectorielle, mais nous, ça ne nous servira pas. On peut dire que, en fait, c'est égal au produit vectoriel, pour ceux qui connaissent, hein, du moment magnétique et du champ magnétique. Et le résultat d'un produit vectoriel, c'est un vecteur, c'est-à-dire c'est un couple avec une flèche comme ça. Alors ça veut dire quoi ce couple? Eh bien, ça veut dire que si la boussole a tendance à vouloir, je sais pas moi, le couple a tendance à vouloir faire tourner l'aiguille de boussole comme ça, en fait on prend la règle à main droite comme ça, et on s'aperçoit que le couple sera représenté par un vecteur qui s'enfonce dans le tableau. Réciproquement, si les forces ont tendance à faire un couple qui a tendance à faire tourner la boussole dans ce sens-là, eh bien le vecteur couple sera comme ça. Voilà, en fait, l'objet a un couple qui a tendance à faire tourner autour du vecteur couple, comme ça. Voilà. Bon, vous retenez simplement que ce qui est important, c'est que le couple sera maxi quand l'axe magnétique de la boussole ou de l'aimant sera perpendiculaire au champ magnétique. Ça va nous suffire. Alors, pour être tout à fait armé, pour comprendre le fonctionnement des moteurs électriques, il nous reste un dernier point à voir, c'est ce que je vais appeler l'équivalence entre un aimant et une bobine parcourue par un courant. Alors ça veut dire quoi, une bobine parcourue par un courant? Ben, c'est une bobine de fil, en fait, comme ça, que je vais dessiner. Voilà, mettons que je fais juste 2 spires, et je fais passer du courant dans cette bobine. Mettons un courant I comme ça, qui est poussé par un générateur quelconque. Alors je peux mettre un générateur de courant.
Eh bien, cette bobine de fil, de part et d'autre des faces de la bobine, hein, va présenter les caractéristiques d'un aimant avec un pôle nord et un pôle sud d'un côté. C'est-à-dire que ça va être équivalent à un aimant. Avec le pôle sud et le pôle nord d'un côté, mais je ne sais pas encore de quel côté. Alors pour savoir le côté, la technique, c'est la règle de la main droite ici, que vous mettez en forme autostoppeur, comme ça. Et avec les doigts de la main, vous essayez de voir dans quel sens tourne le courant. Donc là, typiquement, je me suis rangé, cette spire, on dit que là, elle est derrière, elle revient devant, elle repasse derrière. Là, c'est pour ça que j'ai mis une petite discontinuité. Voilà. Ok, donc le courant dans cette bobine, il tourne comme ça. Voilà. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de la bobine, déjà, il va y avoir un champ magnétique qui va dans ce sens-là. Et voilà. Il y aura ce qu'on va appeler du flux de champ magnétique qui va sortir par la spire ici. Et par là où sort le flux du champ magnétique, eh bien, ça va correspondre au pôle nord de l'aimant. Et par contre, du côté où le flux du champ magnétique rentre, ça sera le pôle sud. Voilà. Ici, ça sera l'équivalent du pôle sud. Voilà, je vais même vous dessiner le champ magnétique. Donc c'est à l'intérieur de la bobine. Hein. Le champ magnétique est comme ça. Il va être dirigé, il va aller du sud vers le nord à l'intérieur de la bobine. Ça, c'est le champ magnétique B. Et le flux du champ magnétique, je vous en reparle un petit peu. Après, en tous les cas, si on fait notre équivalence avec un aimant, eh bien, je vais mettre, donc c'est équivalent avec un aimant droit, comme ça, avec le pôle sud ici, et puis le pôle nord ici. Et ça va être complètement équivalent. C'est-à-dire que si vous vous approchez, je ne sais pas, avec les aimants, si vous mettez un pôle sud en face d'un pôle nord, ça s'attire. Si vous mettez deux pôles nord en face, ça se repousse. Eh bien, on va faire pareil avec une bobine parcourue par un courant, dans les manips de TP. Vous allez voir qu'elles vont être, si on a cette configuration-là, par exemple, le courant qui tourne comme ça, avec un pôle nord comme ça, et qu'on présente le pôle sud d'un aimant, eh bien, l'aimant et la bobine vont s'attirer. Si je retourne l'aimant et que je présente le pôle nord en face du pôle nord de la bobine, on va avoir une répulsion. Et puis on peut avoir le même phénomène en ayant non pas donc une bobine et un aimant, mais en ayant deux bobines parcourues par des courants. Voilà, à partir de là, on peut se poser déjà plusieurs questions. Comment ça se fait qu'une bobine parcourue par un courant soit équivalente à un aimant? Donc quand on fait l'étude profonde de la matière, eh bien on s'aperçoit que dans les aimants, en fait, ce sont des matériaux dans lesquels les électrons tournent autour des atomes, mais on arrive à faire que il y a un mouvement d'ensemble, c'est-à-dire que tous les électrons aient tendance à tourner de la même manière au milieu du noyau de leur atome. Ce qui fait que chaque atome se comporte comme un petit aimant, et ensuite, comme ils sont tous orientés dans le même sens, ces petits aimants, à la fin, ça fait que l'ensemble se comporte comme un aimant macroscopique. Voilà. Donc en fait, la magnétisation, eh bien, c'est lié à la rotation d'électrons. Voilà. Et plus généralement, au mouvement des charges électriques. Voilà. Quand on fait la théorie plus profonde, je vous en parle un petit peu plus tard. Voilà. Et comment... alors, donc, ça crée du champ magnétique. Et il y a une grandeur qui est assez importante à utiliser quand on manipule le champ magnétique, c'est le flux du champ magnétique. Alors le flux du champ magnétique, eh bien, c'est quelque chose c'est comme le débit d'un fluide imaginaire dont la vitesse d'écoulement serait le champ magnétique. Et ça veut dire quoi? Si le champ magnétique est dirigé dans ce sens-là, ça veut dire que c'est comme s'il y avait un fluide imaginaire comme ça qui passe à travers la bobine, et puis qui ressort. Et ce fluide vérifie la loi du tout ce qui rentre égale à tout ce qui sort, c'est-à-dire toute la quantité de fluide qui rentrerait, donc de flux de champ magnétique qui rentre par ce côté de la bobine, est égale à tout ce qui sort de l'autre côté. Voilà. Et puis en général, le flux de champ magnétique qui se déplace comme ça, et à l'extérieur de la bobine, eh bien, il reboucle comme ça. Vous pouvez vous faire une assez bonne image de ce que c'est en vous imaginant le fonctionnement d'un ventilateur, c'est-à-dire au lieu d'avoir du courant qui tourne dans une bobine ici, vous imaginez que c'est les pales d'un ventilateur qui tournent, et les pales de ce ventilateur, qu'est-ce que ça fait? Ça pousse, alors non pas un flux de champ magnétique, mais un flux d'air à travers les pales. Et ce flux d'air, eh bien, le flux d'air qui sort des pales est égal au flux d'air entrant. Et surtout, quand l'air sort du ventilateur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un grand tour dans la pièce, et puis en fait, il revient par l'arrière pour être réaspiré par l'arrière. Voilà, il fait une boucle. Voilà. Le flux du champ magnétique, il fait tout le temps des boucles. Voilà. Donc, typiquement, à la sortie d'un pôle nord d'aimant, on va avoir ici du champ magnétique qui est comme ça. Voilà, et puis les lignes, voilà, si on le met par côté, bien là il va commencer à descendre un peu. Et puis quand on marche toujours dans le sens du champ magnétique, on parcourt ce qu'on appelle une ligne de champ. Et généralement on fait un tour comme ça. Voilà. Et quand on est ici, bien à l'entrée de l'aimant, le champ magnétique, lui, il est comme ça.
Voilà, donc en fait, voilà, ça va faire une plus grande boucle. Voilà, puis il y a des rebouclages qui vont se faire par le haut, comme ça. Voilà, donc je crois que je voulais montrer en TP les lignes de champ autour d'un même endroit, donc ça sera plus joli que la figure que je suis en train de faire. Voilà. Donc en gros, on fait tourner du courant dans une bobine et ça pousse du flux du champ magnétique à travers la bobine. Voilà. C'est ça, et si on met en face une bobine qui aspire du flux pendant que l'autre elle pousse du flux, eh bien les bobines s'attirent, ou les aimants s'attirent. Et si on met en face à face deux bobines qui poussent du flux du champ magnétique dans le sens contraire, eh bien les bobines se repoussent. Voilà, on peut le voir comme ça. Alors pour vous dire quand même le fond de la théorie de tout ça, enfin quand c'est vraiment étudié à fond, eh bien ça finit par une description mathématique beaucoup plus sophistiquée, qui est décrite de deux manières. Déjà par... alors cette interaction est décrite de la manière suivante. En fait, là c'est des interactions entre bobines parcourues par des courants, donc entre des courants qui se déplacent. Voilà. Et au final, cette interaction, elle est décrite en deux temps. On dit que les courants qui se déplacent, enfin les charges qui se déplacent, donc les courants, en fait, à chaque endroit où il y a des charges qui se déplacent, eh bien, ça produit un champ qu'on va appeler le champ magnétique. Voilà. Et ensuite, ce champ magnétique eh bien, va créer une force qui s'exerce sur les charges en mouvement. Voilà, donc le magnétisme, c'est la description des interactions qu'il y a entre charges en mouvement. Voilà. Et c'est décrit comme ça. Les charges en mouvement créent du champ, et le champ créé, qui est le champ magnétique, crée des forces qui s'exercent sur ces charges en mouvement. Alors la force magnétique correspondante, je vous donne la formule, parce que je sais pas, des fois elle peut être intéressante pour analyser le fonctionnement des moteurs. La force magnétique, elle est proportionnelle eh bien, à la vitesse de déplacement d'une charge, au champ magnétique qui règne à l'endroit où se situe cette charge, enfin là où elle est en train de se déplacer, et puis à la valeur de cette charge, qu'on note Q comme ça. Et il y a un problème là, c'est que la force c'est un vecteur, ça c'est un nombre, ça c'est un vecteur, ça c'est un vecteur. Et bien entre les deux vecteurs, l'expérience montre que ce qu'il faut faire, c'est un produit scalaire. Donc la formule de la force c'est F égale QV vectoriel B. Voilà, c'est ce qui définit le champ magnétique, donc force qui n'agit que sur les charges en mouvement. Ce qu'on peut dire rapidement, pour ceux qui connaissent les produits vectoriels, c'est que la force produite ici est à la fois perpendiculaire au champ magnétique et à la vitesse des charges électriques. Voilà. Et en général, quand on veut savoir le sens de la force, il faut définir le sens de rotation. Je vous écris ça. Vous avez le vecteur vitesse qui est comme ça. Vous avez le champ magnétique, par exemple, qui est comme ça. Et bien, pour connaître le sens de la force, il faut avoir le sens de rotation de V vers B, comme ça. Puisque V est en premier dans la relation. Donc la rotation, quand on va de V vers B, eh bien, elle est comme ça. Voilà. Et bien, quand donc avec la règle à main droite, les doigts indiquent la rotation de V vers B, et le pouce, en fait, vous indique le sens de la force qui va s'exercer sur la charge. Donc charge qui est ici, là. On va appeler Q. Et la force, ben, du coup, elle s'enfonce dans le tableau, là, elle est perpendiculaire au plan du tableau, donc généralement on dessine par une petite croix comme ça, et puis ça c'est la force. Voilà. Si le champ B, je l'avais mis, au lieu de le mettre vers le bas, je l'avais mis en haut, bah, ça aurait tourné dans l'autre sens, ça aurait donné une force qui va vers vous. Voilà. Donc ça c'est comment le champ magnétique crée une force qui agit sur les charges en mouvement. Et l'autre relation qui existe et qui est plus sophistiquée, c'est celle qui dit comment les charges en mouvement engendrent du champ magnétique dans tout l'espace. Alors le mouvement des charges, eh bien, c'est décrit par quelque chose qu'on appelle le vecteur densité de courant, qu'on note J comme ça, et qui est égal à chaque endroit à la densité de charge mobile que multiplie leur vitesse de déplacement. Voilà. Et ça, c'est en chaque endroit de l'espace, les charges peuvent avoir, c'est un courant, c'est comme un courant d'eau, elles ont une certaine vitesse et une certaine densité. Voilà. Et en fait, après, il y a une équation dite équation de Maxwell. Donc, Maxwell, c'est celui qui a finalisé la théorie de l'électromagnétisme, et qui dit que le rotationnel du champ magnétique, créé par ces charges en mouvement, eh bien, c'est égal à mu0j. Et c'est une relation qui est vraie en chaque point de l'espace. Donc quand j'écris cette relation, c'est une infinité de relations, en fait, il y en a une dans chaque point de l'espace. Mais globalement, qu'est-ce qu'elle dit, cette relation? Eh bien, elle dit que quand il y a des charges qui se déplacent, moi je sais pas, on va faire ici, dans un sens, j'ai ici, là, celles qui sont dans ce fil, là, donc je dessine. J'ai un courant qui monte, comme ça, c'est là que j'ai des charges qui remontent dans le fil, comme ça. Eh bien, donc le vecteur J dans le fil
densité de courant il est dirigé comme ça, hein, eh bien ça va créer un champ magnétique autour du fil, et le rotationnel dit que ce champ magnétique a tendance à tourner autour du fil. C'est-à-dire que le champ magnétique qui va être créé, eh bien il va, je vais prendre la règle de la main droite aussi comme ça, et le pouce va indiquer le sens du courant, et les doigts vont me donner le sens de rotation du champ magnétique. Donc le champ magnétique en fait il va tourner comme ça. C'est-à-dire que voilà, les lignes de champ, donc je fais en perspective, hein, elles vont tourner comme ça autour du fil. Et puis ça va être des beaux cercles qui tournent autour du fil. Donc en perspective, ça fait une ellipse comme ça. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça tourne dans ce sens-là. C'est-à-dire que le champ magnétique, je sais pas moi, ici, là, il est comme ça. Ici, il va comme ça. Et puis ici, il va comme ça. Voilà, devant, il va comme ça. Devant le fil, et derrière le fil, il va dans l'autre sens, là, ici. Bon, je pourrais faire une vue de dessus. Je ne sais pas si on va trop l'utiliser. Voilà, mais bon, voilà, ça c'est une équation sophistiquée, hein. Derrière tout ça, il y a des opérateurs mathématiques dont je ne vous parle pas, mais globalement, ça signifie quoi? Le champ magnétique a tendance à tourner autour des courants qui lui donnent naissance. Voilà, l'interprétation qualitative de cette équation. Voilà, on commence à être bien armé pour étudier les moteurs électriques. Donc dans les moteurs électriques, de toute façon, pour les faire tourner, hein, ça sera des interactions de type magnétique. Et on verra que on va créer des champs, et des fois, les interactions se feront avec des bobines parcourues par des fils, ou des fois, et des aimants, ou des fois entre deux bobines parcourues par des fils. Voilà. Par contre, jamais seulement entre deux aimants. Voilà. Si on fait l'interaction entre deux aimants, on ne peut pas faire tourner un moteur avec ça. Voilà. Il est temps d'aborder les trois types de moteurs électriques.